Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Ici, on parle RSE et transition écologique avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public. L'ancienne ministre de l'écologie dirige cette instance indépendante depuis bientôt 4 ans. Elle est notamment en première ligne sur les projets de parcs éoliens ou encore de nouvelles autoroutes. La CNDP, outil de démocratie participative, à découvrir dans quelques secondes. En fin d'émission, comme tous les jours, une start-up à l'honneur. Avec Smart Ideas, vous découvrirez Mon entrepreneur social qui œuvre pour améliorer les conditions de travail de celles et ceux que l'on surnomme les travailleurs invisibles. Mais d'abord, tout de suite, le grand entretien avec Chantal Joanneau. Bonjour Chantal Joanneau, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous avez été présidente de l'ADEME, secrétaire d'État à l'écologie, ministre des Sports et depuis mars 2008, vous présidez donc la Commission nationale du débat public que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est quoi la CNDP ? Alors le rôle de la CNDP, c'est de garantir que toutes les personnes qui vivent en France puissent être informées quand il y a un projet qui est envisagé sur leur territoire et qu'elles puissent participer à l'élaboration de la décision qui concerne ce projet. Donc on organise des débats publics, on garantit des concertations sur tous ces grands projets, alors uniquement dans le champ de l'environnement, parce que ça n'est obligatoire que dans le champ de l'environnement. Oui. Et on fait en sorte vraiment que les personnes puissent participer à la décision le plus tôt possible. C'est-à-dire à un moment où on peut encore débattre de est-ce qu'on fait ce projet ou pas. On peut débattre de son opportunité. Donc c'est une vieille institution, elle a 25 ans. Oui. Comment elle s'est créée c'est quoi le point de départ ? C'est super intéressant en fait. La manière dont elle s'est créée, c'est vraiment une conquête sociale, la CNDP. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait un projet de TGV Méditerranée que les personnes localement ont découvert par la presse. Ça les a fâchées, évidemment. Ça les a fâchées. Et donc, elles sont allées demander des comptes au préfet, à toutes les autorités locales. Et elles ont elles-mêmes organisé ce qu'on pourrait qualifier du premier débat public. Elles se sont fait leur propre opinion en allant chercher de l'information. Elles ont organisé des débats où, comme elles voulaient être sur un pied d'égalité avec les décideurs, elles ont dit on aura tous exactement le même temps de parole, vous n'aurez pas plus de parole que nous. Et ça a créé cette idée qu'il fallait qu'on puisse débattre le plus tôt possible d'un projet et pas trop tard, pas au moment où tout est encore ficelé et qu'on peut vraiment plus rien changer. Donc c'est parti de ça. C'est parti aussi d'un grand mouvement démocratique en Europe. On était au moment de la transition des pays de l'Est. On était en train de définir les règles de base que devaient respecter ces pays pour vraiment être qualifiés de démocratiques. Ça a donné lieu à une convention qu'on appelle la convention d'Aarhus, dans laquelle il y a ce principe selon lequel les grands projets qui ont un impact sur l'environnement doivent pouvoir être débattus par les publics qui sont concernés. Donc il y a tout ça. Ça a donné lieu à une loi en 1995 qu'on appelle la loi Barnier. Oui. Alors c'était la loi de création de la CNDP. Pour autant, il a fallu 2 ans pour mettre en place cette commission, parce que ça faisait un peu grincer des dents de se dire qu'on allait associer le public à tous ces grands projets. Enfin, il y avait suffisamment d'ingénieurs intelligents pour le faire. Et donc il a fallu un petit peu de temps. Au départ, on était vraiment dans un tout petit champ. Oui. Et puis, au fur et à mesure, on a pris beaucoup d'ampleur. Et de quels moyens vous disposez ? Alors, on a une organisation très particulière parce qu'on a une toute petite équipe de permanents. Oui. On n'est que 13 permanents. Mais on repose sur 300, enfin, on en a 220 actuellement. 220 personnes qui sont sur le terrain et qui interviennent au cas par cas. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir d'autres métiers à côté, qui peuvent être des jeunes retraités, qu'on a présélectionnés en fonction d'un certain nombre de compétences. D'expertise, j'imagine, oui. Alors, d'expertise de la participation, oui. Ah oui. Et qu'on va nommer au cas par cas, en fait, sur ces différentes missions. Là, on a 300 personnes actuellement, donc 300, ça veut dire qu'une personne peut avoir plusieurs missions, qui sont actuellement sur le terrain. Et ce qu'on attend d'eux, c'est surtout pas de se prononcer sur le projet. C'est surtout pas de dire « moi, je pense que c'est un bon ou un mauvais projet ». C'est pas leur rôle. Ils doivent être neutres. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils fassent parler les personnes, qui veillent à ce que les personnes soient bien informées, qu'ils amènent toutes les arguments, toutes les opinions à pouvoir s'exprimer
et ensuite qu'ils le retranscrivent de manière la plus neutre et la plus impartiale possible. Alors effectivement, cette neutralité, vous insistez là-dessus, c'est important, mais vous rendez quand même des avis qui sont très attendus. Si je prends un exemple concret, celui du projet de liaison routière entre Fos-sur-Mer et Salon de Provence. D'abord, qu'est-ce qui était en jeu? On parlait d'un dossier qui était un peu enterré. Qu'est-ce qui était en jeu? C'est un vieux projet, effectivement, en fait, de créer une liaison routière qui soit adaptée entre Fos, et notamment le port de Fos, et puis qui permette de s'interconnecter ensuite au grand réseau routier et autoroutier. Donc, est-ce qu'on fait une autoroute? Est-ce qu'on fait une 2x2 voies? Est-ce qu'on reste finalement sur le tracé existant? Est-ce qu'on crée un nouveau tracé? Voilà tout ce qu'on met en débat. Et les personnes ont dit, certes, il faut sans doute une liaison, mais est-ce qu'on ne pourrait pas travailler aussi sur des alternatives par le train et développer le fret de marchandises? Voilà tout ce qu'on arrive à mettre en débat quand on fait un débat public. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe après? Quand la Commission rend un avis, jeudi sont attendus, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes écouté par l'État, par les autorités collectivités locales? Comment ça se passe? La participation, le débat public, ça n'a de sens vraiment que si chacun joue le jeu déjà, et si ça pèse sur la décision. C'est-à-dire que si le décideur est vraiment sincère, qu'il est capable de faire bouger sa décision, qu'il est capable d'écouter. C'est ça l'essentiel. La loi impose aujourd'hui qu'à la fin d'un débat public ou d'une concertation, nous on fait un bilan, on dit voilà ce qui s'est dit, voilà ce qu'on vous recommande de faire en termes de participation et d'information du public. Donc là, en l'occurrence, sur ce projet autoroutier, c'était quoi? C'était il n'y a pas besoin d'autoroute, on peut faire autrement, c'est ça? Non, là, nous on ne se prononce pas là-dessus. Oui, ce que les gens ont dit. On dit vraiment, on retranscrit ce que les personnes, ont dit. On fait ce compte rendu et l'État, en l'occurrence l'État, ou ça dépend qui est le porteur de projet. Ensuite, ça peut être la région, ça peut être le département. 3 mois pour répondre publiquement, pour dire quels enseignements il retient du débat et comment il fait bouger ou pas son projet. Et ça marche, parce que dans 58% des cas, on a regardé sur les plus gros projets, dans 58% des cas, le projet bouge après le débat public. C'est-à-dire que soit un tracé d'autoroute, on choisit une autre autoroute, ou on abandonne même le principe de l'autoroute. Soit, effectivement, on voulait faire une autoroute, finalement, on va faire une voie ferroviaire. Dans 58% des cas, vraiment, ça a un impact sur la décision, ce qui est quand même énorme. Et je suis un peu têtu, mais sur ce projet-là, Fos-sur-Mer, finalement, il a été, on a pu aboutir à une décision ou on est encore dans l'attente? Il y a tous les arbitrages qui sont en cours. Ce qui est très intéressant, c'est que le débat, ça a permis de relancer justement tous les projets et les engagements dans le domaine du ferroviaire. C'est-à-dire que le préfet qui était là a dit ok, d'accord, je remets en place un groupe pour justement redévelopper la politique ferroviaire sur ce territoire. Ça a permis de trouver des compromis, notamment avec les associations environnementales locales. Donc, ils ont réussi sur ce projet à trouver des compromis pour s'orienter non pas vers une autoroute, mais plutôt vers une amélioration de la voie routière existante. Alors, l'un des rôles de la Commission nationale du débat public, c'est de développer la culture de la participation. En septembre dernier, vous avez publié une tribune dans Le Monde et vous pointez une régression, je vous cite, du droit à être informé et à participer au projet touchant à l'environnement. Dans votre collimateur, il y a un décret paru l'été dernier. Il prévoit quoi? Qu'est-ce qui change, ce décret? Je dirais entre autres. Oui. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En fait, si je réinscris ça, on a eu une très forte progression du droit de la participation qui a été constante depuis la création de la Commission nationale il y a 25 ans. Il y a eu un temps très fort en 2016 où le principe a été acté que grosso modo tous les projets, qu'ils soient gros ou petits, devaient pouvoir être soumis à la participation. Et ça faisait suite en fait à la mort d'un militant qui était opposé à un projet de barrage qui n'avait pas été vu par la CNDP parce que son montant financier était trop petit, donc on ne nous avait pas saisi. Et donc là, on s'est dit, quand même des petits projets, ça peut être très conflictuel. Donc ça a progressé pendant 25 ans. Et là, il est clair qu'on a connu beaucoup de régressions. Des régressions, alors la dernière en date, effectivement, c'est un décret qui est paru le 31 juillet, donc au moment où il n'y a plus personne, évidemment, pour passer inaperçu, oui. Surtout les associations, elles n'étaient plus là, qui indique qu'auparavant, nous, on était obligatoirement saisis de tous les projets qui étaient supérieurs à 150 millions d'euros, c'est déjà pas mal. Et le chiffre a été doublé. Maintenant, c'est 300 millions d'euros. Donc, le champ de la participation obligatoire a été très fortement restreint. Ça s'ajoute à un certain nombre de textes
qui aussi entraînaient une forte baisse, enfin pas une baisse de la participation, mais en tout cas qui sont moins incitatifs pour la participation. Parce qu'auparavant, on pouvait être saisi de manière volontaire. Et il y avait une petite incitation à nous saisir qui était le droit pour des collectifs de citoyens, des associations ou des collectivités, s'il n'y avait pas eu de concertation, de nous en demander une. Et de dire, on va saisir la CNDP pour demander une concertation sur ce projet. Et ce droit, il pouvait s'exercer pendant 4 mois. Donc les maîtres d'ouvrage, en aide générale, ils venaient nous voir un peu avant en nous disant, bon, on connaît l'existence de ce droit, donc pour éviter qu'il s'exerce, on va quand même le saisir. Et ce délai a été réduit, c'est ça ? Ce délai, il a été divisé par 2. On est passé de 4 à 2 mois, sans améliorer du tout les conditions de publicité des projets, ce qui fait que pour les personnes, en 2 mois déjà, connaître l'existence d'un projet qui en général est planqué au fond d'un site internet d'une préfecture, et ensuite pouvoir s'organiser pour nous saisir, en 2 mois les délais sont trop courts. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que moi, en lisant ça, je me suis dit, tiens, il y a ces enjeux de transition écologique qui sont importants, il faut peut-être qu'on se dit, il faut aller vite. Et donc, on réduit la possibilité de faire participer les citoyens. Ça a été ma réflexion. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais vous savez, quand j'ai fait beaucoup de karaté, on dit toujours, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Oui. On peut aller vite, mais dans ce cas-là, on peut ne pas aller très loin si on va trop vite. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est une lecture qui consiste à dire, on va réduire tous les délais parce que les délais sont trop longs. Et comme si, en fait, derrière ça, d'ailleurs, il y a un message implicite qui est, la participation, ça ne sert à rien, donc autant réduire ça, c'est une petite procédure. Mais ça m'étonne, parce que quand je voudrais qu'on parle, pardon de vous interrompre, mais je voudrais qu'on parle de l'éolien, des parcs éoliens, et on voit qu'il y a quand même pas mal de projets sur lesquels il y a des réticences. Et donc, si on donne le sentiment aux citoyens qu'on réduit leur capacité à... Et qu'on passe en force, ça ne va pas bien se passer. Je ne pense pas que ça se passera mieux. Est-ce que vous, depuis 4 ans que vous êtes à la présidence de cette commission, vous ressentez plus de tension sur ces projets éoliens, ou finalement peut-être pas ? Alors, en fait, on a un problème, c'est que nous, on ne connaît pas l'éolien terrestre, qui est le sujet qui aujourd'hui cristallise beaucoup d'opposition. Pourquoi ? Parce que c'est des tout petits projets en termes financiers. On connaît l'éolien en mer. D'accord. On a fait tous les débats publics et toutes les concertations sur tous les projets de parcs éoliens en mer. Cela, on est en général sur du très très gros projet. Sur les projets d'éolien en mer, il n'y a pas d'augmentation de la conflictualité autour de ces projets. Il y en a de plus en plus, donc on en entend beaucoup plus parler, c'est évident. En plus, on passe de petits projets où vous aviez 3 éoliennes en mer à des projets énormes qui vont atteindre les 470 km². Donc c'est vraiment on est vraiment sur du projet industriel. Donc c'est logique qu'on en entende beaucoup plus parler. Mais au contraire, nous, ce qu'on voit, c'est que les personnes, il y a une conscience de l'exigence de transition écologique et énergétique qui est partagée. C'est quelque chose qui, il y a 4 ans, quand je suis arrivée à la CNDP, faisait encore débat dans les débats publics, ça ne fait plus débat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de il n'y a pas de climato-sceptiques dans vos débats, c'est ça ? Non, quasiment plus. La dernière fois qu'on en a vu, c'est pas très bien comme manière de s'exprimer, c'était il y a 2 ans à peu près, où il y a une expression de climato-sceptique dans un débat, mais maintenant, c'est vraiment un socle partagé. Ensuite, les personnes vont dire, OK, on n'est pas contre l'éolien en mer. Par contre, on ne voudrait pas trop le voir. Par contre, est-ce que vraiment ça va entraîner des retombées économiques sur notre territoire ? Est-ce qu'on n'est pas sûr de subventionner des entreprises pour des bénéfices privés ? Voilà ce qui est en débat. Donc nous, sur l'éolien en mer, on n'observe pas plus de conflictualité. De la même manière, on a réussi récemment à faire des débats sur des sujets hyper conflictuels comme le nucléaire, comme les déchets radioactifs. On nous avait dit, vous n'avez aucune chance, les gens ne se parleront pas, ils vont fuir le débat. Alors, il y a eu des contre-débats, mais ça, c'est normal et c'est classique. Mais par contre, on a réussi à mettre autour de la table Greenpeace, EDF, Orano, donc on arrive à débattre. Je reste sur l'éolien maritime avec ces chiffres, ils datent de 2020, sur les pays où il y a le plus d'éoliennes offshore, et la France très 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 en retard. On va voir les chiffres, c'est les Pays-Bas avec 2611, le Royaume-Uni 2294, la France on est toujours à une éolienne. Est-ce que c'est la méthode ? Alors vous êtes là depuis 4 ans seulement à la tête de la Commission nationale du débat public, mais est-ce que c'est la méthode ? Comment les Britanniques ont fait pour finalement atteindre ce niveau de développement de l'éolien maritime ? Il y a plein d'éléments.
Il y a un rapport très intéressant qui vient de paraître, qui a été publié par un office du ministère, qui dit, grosso modo, le temps de la participation, c'est pas ce qui fait perdre du temps, et qui le montre. Ouais. Parce que nous, en fait, plus on est saisi tôt, plus on peut travailler en temps masqué, plus le temps du débat, c'est 4 mois. Donc, c'est pas ce qui va vous faire perdre du temps. Nous, quand on regarde la vie des projets, je vous disais, on a fait 104 débats publics, donc on a analysé une centaine de gros projets. Qu'est-ce qui se passe sur ces 25 ans? Il y en a 10 qui sont effectivement opérationnels aujourd'hui. Seulement 10. Voilà. Il y en a 3 qui avaient été abandonnés juste après le débat. Donc, vous voyez, le débat, ça ne tue pas les projets non plus, d'ailleurs. Il y en a une vingtaine qui ont été abandonnés par la suite. Pourquoi? Problème de financement, en général. Changement de majorité politique. Et en fait, tout le reste est englué dans des non-décisions, dans des problèmes de financement. Ce qu'on observe dans la vie des projets, c'est qu'il y a un temps de décision ensuite qui est extrêmement long, un temps d'arbitrage qui est extrêmement long parce qu'il va être dépendant, comme actuellement, qu'est-ce qui se passe? Élection présidentielle, élection législative, les temps d'arbitrage sont repoussés. D'accord. Ils sont tous repoussés de 6 mois. Donc on a vous dites c'est financement et arbitrage. Il y a un vrai sujet. C'est pas la méthode elle-même, c'est-à-dire que le fait, par exemple, les Britanniques, je crois, ils ont défini les sites. Si on vient spécifiquement... Et ensuite seulement les appels d'offres ont été lancés, c'est ça hein? Là, je vous ai parlé du problème sur l'ensemble des projets. Donc, ce problème d'arbitrage sur l'ensemble des projets. Si on vient spécifiquement à l'éolien en mer, il y a eu un défaut de méthode. Au moment où on a lancé les premiers parcs éoliens en mer, parce qu'en fait, l'État présélectionnait des zones, des caractéristiques de parc. Ensuite, il choisissait un responsable de projet après une mise en concurrence. Ensuite, on nous demandait de faire un débat public, donc le public disait « mais attendez, il n'y a plus rien à négocier, puisque vous avez choisi la zone, les caractéristiques ». Et après, ça se poursuivait. Donc il y avait beaucoup de tensions qui se cristallisaient au moment du débat public, et puis c'était au cas par cas. On a changé de méthode. Maintenant, l'État nous saisit sur des zones. Par exemple, on a fait un débat sur l'ensemble de la zone Normandie, donc sur l'ensemble du littoral normand, pour identifier justement les zones où on pourrait demain développer des éoliennes en mer. Et du coup, là, l'État a quelque chose de plus solide pour pouvoir développer ses parcs. Donc déjà, cette méthode, elle a changé, mais récemment, très récemment. Et le deuxième élément, effectivement, important, c'est que maintenant, et ce que nous demande d'ailleurs le public, c'est qu'on veut y voir clair, mais pas simplement à 5 ou 10 ans, à 20 ou 30 ans. À quoi va ressembler demain notre espace maritime, comment on va concilier les différents usages entre les éoliennes, le transport maritime, les pêcheurs, par exemple. Et donc là, on a vraiment besoin d'une planification. Et l'État l'a bien entendu, d'ailleurs. C'était une des conclusions de nos derniers débats. Ils se sont engagés à le faire. Ouais, alors, c'est devenu un enjeu politique. Hein. Xavier Bertrand, opposé aux éoliennes, on avait fait un marqueur de sa campagne. On a lu Stéphane Bern qui publiait une tribune dans le Figaro. Et on a reçu, nous, ici même, l'un des opposants aux éoliennes. C'est Fabien Bouglet qui a publié « Éolienne, la face noire de la transition écologique ». Il parlait du lobby allemand. On l'écoute et je vous donne la parole juste après. La France est leader en matière nucléaire avec 400 000 emplois directs, indirects et induits. Et la filière industrielle éolienne, c'est 200 000 emplois en Allemagne. Et là, on parle de quelques centaines d'emplois, quelques milliers d'emplois pour des usines de production. En France, c'est quoi? C'est 20 000 emplois à peu près, l'éolien? Alors, c'est 15 000 emplois. Emplois directs et indirects. Hein. Directs et indirects, mais c'est essentiellement des emplois marketing parce qu'en fait, les entreprises sous-traitent. Après, vous avez les exploitants. C'est-à-dire ceux qui produisent de l'électricité en bénéficiant de l'électricité subventionnée française. Et ça, c'est 55% des entreprises étrangères. Et dans ces 55%, vous avez 45% d'entreprises allemandes dont l'essentiel appartiennent à des holdings, soit logés dans des paradis fiscaux ou dans des holdings hors Europe. C'est-à-dire qu'on porte les dettes et les investissements aux filiales françaises qui sont propriétaires des parcs éoliens et en fait les bénéfices remontent à des sociétés offshore. Est-ce qu'il y a, Chantal Joanneau, un lobby allemand qui veut imposer l'éolien en France? Ça, c'est intéressant parce que cette argumentation qu'on vient d'entendre, on a fait une note d'analyse justement des 14 débats publics et concertations qu'on a pu faire sur l'éolien en mer. Et donc, ceux qui portent un discours anti-éolien, contre ce type d'énergie, ils ont justement les arguments du nucléaire. Parce que là, ce qu'il vient de développer, il l'a développé en contrepoint du nucléaire, en disant, regardez, le nucléaire, c'est formidable, il y a ça, ça et ça, et au contraire, sur les éoliennes en général, il y a ça, ça et ça. Et donc, les arguments anti-éoliennes sont toujours les arguments pro-nucléaires. Et on retrouve cette espèce de vieux clivage
c'est une espèce de clivage qui normalement est un peu dépassé. Pourquoi vous dites qu'on a besoin des deux, tout simplement ? Aujourd'hui, ça va être le vrai débat là, qui va venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République a fait des annonces de relance de la production d'énergie nucléaire. Nous, ça nous a amené d'ailleurs à émettre une recommandation le 1er décembre en disant attention, on connaît trop bien le sujet du nucléaire. On a fait plus de 10 débats publics et concertations sur le sujet pour savoir que si, là, vous relancez des EPR ou autre chose, sans avoir fait un débat national, mais vraiment un vrai débat, qui fixe justement les orientations de la politique énergétique, de quoi on a besoin, et quelle est la place du nucléaire dans ce mix énergétique, ça se passera mal si vous ne le faites pas. Donc il faut absolument avoir ce débat national public préalable. Et donc, pourquoi ? Parce que justement, il y a des scénarios qui viennent d'être publiés par RTE, Réseau de Transport On en et a parlé Énergie, ici, oui, par bien l'ADEME, sûr. par Négawatt aussi d'ailleurs, et qui, dans ces différents scénarios, on voit que il y a plein d'hypothèses, et ça implique des énormes changements de mode de vie. Donc aujourd'hui, c'est un peu la vérité des prix, quoi. Il faut mettre tout sur la table. Et cette personne qui dit « Regardez, le nucléaire, c'est formidable », ok, il y a un avis de la Cour des comptes qui vient d'être publié au 15 novembre, hyper intéressant, qui dit « Attention, la France ne peut pas tenir ses ambitions dans le domaine du nucléaire au prix attendu et dans les délais attendus. » Donc elle met aussi un énorme warning sur le nucléaire, ne serait-ce d'ailleurs que parce que se posent plein de questions sur le financement de la gestion des déchets radioactifs, par exemple. Bien sûr. Et puis parce que s'il faut construire de nouvelles centrales, les réticences qui s'expriment quand il y a des parcs éoliens, on peut imaginer qu'il y en aura aussi s'il faut construire de nouvelles centrales. J'imagine fort bien qu'il y aura des réticences et que tous les débats autour de Flamanville vont aussi se répercuter sur tous les autres débats publics. Je reviens aux éoliennes, on fait peut-être un peu des allers-retours en mer là, mais vous avez évoqué les pêcheurs. Ils veulent savoir s'ils peuvent travailler au milieu des parcs éoliens, et si oui, dans quelles conditions ? Est-ce qu'il y a eu une réponse de l'État ou pas ? Jamais. Non, en fait, c'est typique et c'est problématique. Cette question, elle a été posée sur le premier débat public qu'on a organisé sur les éoliennes en mer, c'était en 2010. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que la question est posée, ça fait 12 ans qu'elle est inscrite dans un bilan de la Commission nationale qui a dit, si vous voulez poursuivre cette politique, il faut répondre à cette question. Est-ce que les pêcheurs peuvent pêcher au milieu des parcs ? Sous quelles conditions ? Et s'ils ne peuvent pas pêcher, quelles sont les compensations possibles ? Et il n'y a jamais eu de réponse à cette question. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on dit, voilà, les Anglais, ils peuvent pêcher dans les parcs, mais c'est complètement sous leur responsabilité. Et c'est un vrai sujet, parce que c'est la question centrale pour les pêcheurs. Quand on dit sous leur responsabilité, ça veut dire que s'il y a un incident, c'est leur assurance qui doit payer, c'est ça ? Oui, ce qui est pas... voilà, quand on parle d'une éolienne, on parle d'une infrastructure assez onéreuse. Oui, c'est pas rien. Comment vous expliquez l'absence de réponse ? Comment je ne peux pas trop l'expliquer, je vous avoue que... Non, mais vous avez été au cœur de la machine comme ministre. J'ai été au cœur de la machine, parce qu'il y a des arbitrages toujours assez difficiles avec le milieu de la pêche qui quand même a beaucoup souffert, là on parle de parcs éoliens en Normandie. Donc Normandie, il y a d'énormes enjeux autour du Brexit et de justement qui peut pêcher, la concurrence entre les différents pays. Donc je pense qu'il y a toujours une forme de crainte de devoir répondre à cette question. Mais ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, on a un vrai sujet d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut trancher, il faut prendre le risque de trancher une question, et ça ne plaira pas à tout le monde. Cette idée selon laquelle, par la concertation, on va avoir du consensus, c'est une idée fausse, c'est même une idée antidémocratique d'ailleurs. C'est normal d'avoir du conflit dans une démocratie. Merci beaucoup. Merci Chantal Joanneau d'être venue nous expliquer comment fonctionne cette commission nationale du débat public. On passe à Smart Ideas tout de suite. Et l'invité de Smart Ideas aujourd'hui, c'est Nora Itabdella. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Mon Entrepreneur Social, créé en 2020 avec Jérôme Armand. C'était quoi votre déclic, votre idée de départ ? Nous, on est parti d'un constat simple, d'un problème sociétal qu'on constate aujourd'hui en France, qui est celui de la sous-traitance de services en France. Ouais. Notamment dans les métiers de la propreté, de la sécurité de l'accueil, qui sont des métiers qui sont assez précaires finalement. Et on s'est posé la question, pourquoi autant de précarité dans ces métiers, alors qu'en fait, finalement, ce qu'on appelle le secteur des services généraux est un secteur qui
est en forte croissance annuellement. Ouais. Donc on est parti à la recherche des explications qui expliquaient ce manque de corrélation entre cette précarité des métiers et un secteur qui ne connaît pas la crise. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur, d'améliorer les conditions de travail de ceux qu'on appelle les invisibles, qui sont souvent des femmes d'ailleurs, sont souvent des métiers qui sont féminins. Il y a souvent un lien entre précarisation du travail et féminisation des métiers. Malheureusement, comment vous accompagnez les entreprises en fait? Alors nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on est une société commerciale, mais qu'on poursuit vraiment une mission d'utilité sociale. Notre mission, c'est de valoriser justement ces travailleurs invisibles, les agents de prestation de services. Comment est-ce qu'on fait? En fait, on s'est rendu compte que le marché était un peu complexe parce qu'on avait différentes parties prenantes, à la fois les employeurs de ces agents, ensuite les donneurs d'ordre, donc les entreprises qui contractent avec eux, et enfin les agents de prestation de services. Et on s'est rendu compte que finalement, les employeurs ne manquaient pas de bonne volonté pour proposer de bonnes conditions de travail ou se lancer dans une démarche de développement durable. Simplement, le marché ne valorisait pas leurs engagements sociétaux. Et ils ne les valorisaient pas parce que finalement ces engagements étaient invisibles et ils avaient du mal à les valoriser. Donc une partie en fait de nos services, c'est de les accompagner, ces employeurs, ces sous-traitants de services, pour valoriser leurs engagements sociaux, environnementaux et ensuite leur trouver des débouchés commerciaux. Ouais. Et donc c'est aussi auprès de, comme vous dites, les donneurs d'ordre, qui puissent finalement intégrer ça, tenir compte de ça, presque l'intégrer à leur bilan RSE d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi cette dimension qui est de plus en plus importante. Oui, tout à fait. Et en fait, aussi une autre problématique du marché, c'est qu'une fois qu'on a identifié un prestataire de service compétent et engagé, qu'est-ce qui se passe au niveau du donneur d'ordre? Parce que lui aussi a son intérêt à se dire, en fait, j'ai contracté avec vous parce que vous avez pris des engagements, mais qu'en est-il en réalité? Et on a une véritable difficulté en fait à pouvoir collecter de la donnée, de l'information, de la transparence sur l'impact finalement social et environnemental de ces prestataires. Mais alors, vous faites quoi? Vous référencez, vous évaluez ces prestataires de services? Tout à fait. En fait, nous, on est une place de marché qui référence des prestataires de services dans les métiers que j'ai cités, qui ont pris des engagements sociaux et environnementaux. On les référence, on les identifie et on les met en relation avec des donneurs d'ordre. Mais on ne s'arrête pas là. Ensuite, on propose aux donneurs d'ordre en fait, un outil qui leur permet de suivre et piloter sur le plan opérationnel et sur le plan de l'impact sociétal de leurs prestataires sous contrat. Il y a le film Ouistreham en ce moment qui est sorti, l'adaptation du livre Enquête de la journaliste Florence Aubenas. C'est une autre forme de mise en lumière des invisibles. Il y a eu aussi la crise sanitaire, enfin on y est toujours dedans, mais notamment le premier confinement, on a beaucoup dit heureusement que les invisibles étaient là, ils ont fait tourner le pays. Est-ce que vous avez l'impression que ça change un petit peu ou que le combat est vraiment loin d'être gagné? Je pense que... dans notre regard, dans le regard de la société, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, notamment grâce à la crise sanitaire, parce que finalement, ces invisibles sont devenus visibles et même indispensables. On a reconnu leur caractère indispensable pour gérer la crise sanitaire, etc. Et pas que la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, il y avait aussi les attentats. Et les premières personnes qui étaient aussi en ligne de front avec les forces de l'ordre, c'était les agents de sécurité qui permettaient justement la sécurité du public. Et donc, en fait, cette reconnaissance, elle passe en effet par des livres, par le débat qu'on a aujourd'hui, cette discussion, mais également, et j'espère, par un débat public, demain, un débat politique qui permettrait justement une hausse de la réglementation sur le fait de contracter avec des sous-traitants de services. Ça veut dire quoi, en quelques mots, hausse de la réglementation? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le sens où, en fait, on va vers plus de responsabilité. On demande justement aux donneurs d'ordre de savoir avec qui ils contractent. Est-ce que finalement ces prestataires sont en conformité avec la réglementation, d'une part, et finalement comment ils s'engagent aussi pour répondre aux enjeux sociétaux qui sont les nôtres. Et pour répondre à ces questions, il y a notamment Mon Entrepreneur Social. Merci beaucoup Nora Itabdella, bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.